Bonsoir à tous. Merci à vous d'être encore présents. C'est toujours très agréable d'être devant le public d'Aix et de vous voir encore attentifs à cette heure après une journée pareille. Je suis Sophie Fay, je suis journaliste au Monde et je remplace un peu au pied levé ma consoeur et amie Bruna Basini qui devait animer cette session. Bruna est journaliste au Journal du Dimanche. Elle a participé aux rencontres pendant des années, mais vous savez peut-être que la rédaction du Journal du Dimanche est en grève et en conflit avec la perspective de la nomination d'un nouveau directeur de la rédaction. Donc Bruna n'a pas pu animer ce soir. Voilà, mais on va tout de suite s'intéresser aux conséquences internationales de l'inflation. Et pour en parler, ce soir, nous avons un plateau assez formidable. Nous sommes avec Éric Monet, qui est le représentant du Cercle des économistes et qui est un des meilleurs spécialistes des banques centrales. Je vous recommande son ouvrage à la République des idées, La Banque-Providence, démocratiser les banques centrales et la politique monétaire. C'est la première année où Éric Monet participe à ces rencontres du Cercle. Et puis pour le débat, donc, nous serons avec Massimo Giordano, qui est le directeur pour l'Europe du grand cabinet McKinsey, avec Jean-Jacques Guilloni, qui est le directeur financier de LVMH, avec Sandra Wabian, qui est sociologue et qui est la directrice générale du CREDOC, et que si vous êtes des habitués de C'est dans l'air, vous connaissez ses analyses fines sur les sujets de la consommation et du comportement des ménages, et avec Łukasz Hart, qui vient de Pologne, qui a travaillé à la fois au Conseil de politique monétaire, donc à la Banque centrale, donc il connaît parfaitement ces sujets d'inflation, qui enseigne à l'Université de Varsovie. Voilà. Pour lancer le débat, je vais tout de suite laisser Éric vous présenter la problématique. Éric, c'est à vous. Alors, je fais rapidement une petite introduction sur cette question de l'inflation qui, on peut le dire tout de suite, a surpris beaucoup d'analystes, beaucoup d'économistes et aussi beaucoup de personnes en charge des politiques macroéconomiques, y compris dans les banques centrales qui sont, d'après les constitutions de nos États modernes, normalement, ce sont les garantes de l'inflation. Elles ont une cible de l'inflation et elles doivent faire en sorte que les prix restent relativement stables dans nos économies. Et il y a encore quelques années, 2-3 ans, la question était plutôt d'essayer d'avoir un peu plus d'inflation. En zone euro, c'était la grande question, le grand problème. Et puis très rapidement, en fait, l'inflation est revenue sans que personne ne l'ait vraiment prévu, et à déstabiliser beaucoup les économies, à créer des situations souvent qui peuvent être très compliquées pour certains de nos concitoyennes et concitoyens, et puis a aussi posé beaucoup de nouvelles questions pour la politique économique. Ce qui n'est pas si surprenant quand on regarde l'histoire. Dans l'histoire, tous les épisodes d'inflation, en fait, ont toujours été, on va dire, et c'est presque un euphémisme, difficiles à gérer d'un point de vue politique. Et pourquoi est-ce que l'inflation déstabilise ? Et je pensais, avant cette table ronde, à ce qu'avait dit Alan Greenspan, qui dirigeait la Banque centrale des États-Unis dans les années 80, et quand on lui demandait quel est le bon taux d'inflation, est-ce que c'est 2%, 3% et 4%, il lui-même disait, en fait, le bon taux d'inflation, c'est celui qui ne déstabilise pas la société. Ce qui n'est pas très précis comme chiffre, vous en conviendrez, mais ce qui montre qu'en fait, le vrai problème de l'inflation, justement, c'est qu'il crée des phénomènes sociaux. Et des phénomènes sociaux compliqués et des phénomènes politiques également compliqués. Donc qu'est-ce qu'on dit par là ? Il y a tout d'abord la question des inégalités. Donc ça, on va en parler beaucoup, c'est que ça crée des inégalités. Ça crée aussi, ça cristallise des conflits qui existent, qui peuvent exister au sein des entreprises, qui peuvent exister au sein de différents groupes de la société, mais qui peuvent exister entre pays. Et ça, je crois qu'on va beaucoup en parler ce soir, c'est qu'en fait, une grande partie des problèmes qu'on retrouve au sein des individus, les problèmes d'inégalité, les problèmes de conflit aussi, où les gens vont s'écharper sur quelle est la cause de l'inflation, donc qui doit faire l'effort pour faire baisser l'inflation, on les retrouve également à l'international. L'international d'un pays à l'autre, c'est-à-dire que des pays peuvent se rejeter la faute sur qui est vraiment la cause de l'inflation et qui doit emporter le coup. Et juste pour rappeler rapidement pourquoi est-ce que l'inflation crée ces inégalités, il y a 3 raisons. Tout d'abord, en fonction des revenus. C'est si les revenus vont augmenter de la même manière que l'inflation. Et il y a des personnes dont les revenus n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Et c'est la même chose pour des États qui en percevant l'impôt. Et c'est aussi la question des sources de consommation. C'est-à-dire qu'à un même revenu donné,
en fonction de ce que vous consommez, et c'est pareil pour une entreprise, des ménages, les conséquences vont être très différentes. Et un autre point sur lequel on pourra peut-être revenir, c'est sur la question de la dette. En fonction de si vous êtes endetté, comment, dans quelle monnaie vous êtes endetté, les conséquences de l'inflation vont avoir est très différentes pour vous. Et là encore, en fait, on retrouve cette même problématique à la fois pour les individus, pour les entreprises et pour les États. Et je pense que ce qui va essayer d'être fait dans ce panel, c'est d'essayer de discuter un peu ces trois niveaux en pensant à la fois aux conséquences internationales et aux conséquences nationales de l'inflation. Merci beaucoup. Massimo Giordano, vous avez une vision européenne de par votre fonction chez McKinsey. Et donc, comment voyez-vous les conséquences de cette inflation? Où est-ce qu'elle fait le plus mal? Merci beaucoup. Je parle un peu de français parce que je suis de Turin, et à Turin, tout le monde parle français. Mais peut-être c'est mieux que je passe à l'anglais. Merci pour votre temps ici. Pour répondre à votre question, la plupart d'entre nous, la plupart des dirigeants qui travaillent depuis 15-20 ans sur les situations de l'inflation dans certains pays. Si vous êtes une multinationale, c'était assez limité. Et depuis 2 ans, comme vous l'avez dit, l'inflation a remonté, pas seule, parce qu'elle est remontée, et ça a commencé à la fin 2021, puis en fait il y a eu la guerre, puis après la récession, et puis ensuite avec des questions telles que la supply chain, qui était la conséquence de la Covid. Donc ceci ça a été un problème pour le marché. On a été pendant une tendance à long terme, une amplification des inégalités en Europe et aux États-Unis en général dans le monde. Les inégalités parmi les travailleurs, les employés et entre les entreprises. Donc les entreprises se comportent très bien, d'autres se comportent moins bien. Même chose pour les employés. L'inflation, le choc immédiat de l'inflation sur le marché a été d'amplifier ces inégalités. Ça a eu un impact énorme sur les employés avec un groupe de travailleurs qui est fortement pénalisé et des petits groupes de gens très spécialisés dans certaines niches qui ont vraiment des créneaux très spécifiques. Ils ont bien sûr bénéficié de cette inflation. Pour les entreprises, c'était la même chose. Certaines entreprises ont vraiment souffert à court terme en fonction bien sûr des secteurs comme la vente, le gros, les grands, parce qu'il y avait un problème entre les fournisseurs et les clients. Beaucoup de secteurs qui étaient très lourds en énergie, au moins pendant une certaine de temps, ils ont beaucoup souffert, et d'autres secteurs en parallèle qui ont été moins impactés. Et ça dépend également de la taille, de la possibilité et des muscles financiers. Prenez le secteur bancaire également. On a eu un certain nombre de banques qui se comportaient très très bien par rapport à l'inflation. Mais peut-être certaines start-up ou des banques avaient des problèmes de liquidité, ont échoué. Et il y a eu un certain nombre de start-up qui croissaient en permanence et qui étaient bloqués donc, par les problèmes de liquidité. Mais ça, c'est du court terme. À long terme, nos points de vue, c'est qu'à la fin de la journée, les bonnes entreprises, les grandes entreprises peuvent gérer l'inflation. Le problème, ça dépend comment ils sont confrontés à différents composants. On a vu certains secteurs qui seraient plus complexes, pour d'autres moins. Mais à la fin de la journée, on a le sentiment que l'inflation est quelque chose qui peut être géré. Et si vous me posez la question, ensuite je vais laisser ça à l'orateur suivant, mais si je suis dirigeant et que je suis inquiété par le futur de la durée de l'inflation, ou plus inquiet par la révolution technologique, ou par l'AI générative, ou par la durabilité, le zéro carbone, comment je réponds à tous ces défis dans mon organisation? Moi, je pense que l'inflation, c'est quelque chose que, à court terme, est difficile à gérer si on a une certaine structure. À long terme, dans notre perspective, ça peut être géré. C'est très différent pour les travailleurs et les employés où l'inflation durable est un vrai problème et difficile à gérer. Je vous laisse le reste. Merci. Cette table ronde, parce que pour vous, l'inflation, c'est pas chez LVMH. Vous avez un pricing power, comme on dit, une capacité de ne pas faire peur à vos clients avec les prix qui est assez unique. Donc, est-ce que vous l'avez ressenti, cette inflation, d'une
manière ou d'une autre. Oui, quand même, on l'a ressenti. Je pense qu'il y a des caractéristiques assez spécifiques à l'industrie du luxe qui expliquent un peu ce que vous venez de dire. Nos clients ne sont pas représentatifs de la population générale, je dirais, même s'il ne faut pas trop fantasmer sur le sujet. Dans le luxe, on vend plutôt à des gens de la classe moyenne supérieure plutôt qu'à des gens exclusivement riches. Donc il y a beaucoup de temps en temps de mauvaises conceptions en la matière. La deuxième chose en matière de prix, c'est qu'on est très habitué à bouger les prix, non pas tant à les augmenter, mais nous sommes des exportateurs. Et en étant exportateurs, on est très sujet aux fluctuations de devises. Donc quand les devises sont fortes, c'est plutôt bien. Quand elles sont faibles, on est conduit à devoir augmenter nos prix localement pour maintenir nos marges. Donc on a une certaine habitude de gérer la question des prix. Et le troisième élément, c'est qu'on a une inflation par les coûts, comme tout le monde, c'est inévitable, mais il faut avoir en tête qu'on est dans des processus industriels, en tout cas en termes de process et de logistique, assez simples. On n'est pas en train d'assembler des composants qui arrivent de Taïwan, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, etc. Nous, on va acheter localement du raisin ou des pots pour faire des sacs à main, et on va les assembler, enfin les découper, les assembler localement. Donc on a des processus qui sont plus faciles à maîtriser de ce point de vue-là que certains processus industriels très complexes. Alors effectivement, sur ces bases-là, une inflation par les coûts un peu plus facile à gérer pour beaucoup de gens, un pricing power qui tient à des multiples causes. Je ne vais pas faire un cours sur le luxe, c'est pas l'objet, mais effectivement un pricing power, l'un dans l'autre, on n'est pas extraordinairement sensible à l'inflation, c'est vrai. Sandra Ouabian, vous regardez la société française et vous regardez comment les ménages français en particulier résistent plus ou moins bien à cette inflation. Et qu'est-ce que vous constatez ? Alors évidemment, la situation des ménages français n'est pas du tout la même que celle des entreprises. Donc ce qu'on constate, c'est tout d'abord des très fortes contraintes pour une grande partie de la population, avec des sentiments de restriction très forts, notamment sur l'alimentation. Dans les enquêtes du Crédoc, on a des indicateurs qu'on suit depuis 45 ans et on a 4 Français sur 10 qui nous disent qu'ils se restreignent sur l'alimentation. Ça a pris 20 points en un an et cette proportion, elle n'avait quasiment pas bougé depuis 40 ans. Donc on est quand même vraiment dans un moment particulier. Alors ça peut être certes du sentiment, mais ça se traduit aussi concrètement avec notamment une baisse de la consommation alimentaire de 7,5%. Là aussi, c'est assez inédit en fait dans l'histoire de la consommation. Donc probablement un peu de chasse au gaspillage, mais aussi des privations, et on a notamment une augmentation des demandes d'aide aux banques alimentaires. Donc vraiment une forte contrainte sur l'alimentation, sur l'énergie, sur un certain nombre de dimensions comme ça qui sont assez essentielles en fait. Et puis le deuxième élément, je dirais que c'est une forme d'insécurité. C'est-à-dire que ces mécanismes, ils ont été quand même accompagnés à la fois par les pouvoirs publics avec différentes aides et également par les entreprises, puisqu'il y a eu quand même des augmentations de salaire. Mais la difficulté est que les ménages ne savent pas dans quelle mesure ces hausses de prix elles vont se maintenir ou pas et pendant combien de temps. Ils ne savent pas non plus si les dispositifs vont être maintenus, qui sera ciblé dans les dispositifs. Et d'une certaine manière, ça vient un peu remettre en cause une forme de modèle de société, c'est-à-dire qu'est-ce que j'obtiens avec mon travail ? Est-ce que j'obtiens suffisamment pour me nourrir, me loger, mais aussi avoir accès à un certain nombre de loisirs ? Qu'est-ce qui est essentiel ou pas dans la vie ? Et vous en parliez, on en parlait tout à l'heure avant de commencer la table ronde. Finalement, est-ce que les loisirs, et on voit notamment qu'il y a certains types de comportements où on va se restreindre au quotidien pour pouvoir préserver des moments un petit peu exceptionnels qui font aussi le sel de la vie. Donc un certain nombre d'arbitrages qui vont changer et un regard sur la société, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on a un Français sur 2 qui est inquiet des risques de pénurie. C'est un mot qui était relativement absent de notre vocabulaire pendant des années et donc qui vient aussi questionner un modèle de société à la fois sur le plan économique mais aussi écologique et des modes de vie au quotidien. Donc on a des impacts très concrets au quotidien et des impacts plus généraux sur finalement la place des différents acteurs, la justice sociale aussi, et qui prend sa part, vous en parliez tout à l'heure Eric, mais notamment quelle part prennent les entreprises et quelle part prend les pouvoirs publics, avec le sentiment, beaucoup des ménages, d'être de toutes les manières avec assez peu de marge de manœuvre en fait. Merci beaucoup. Lucas Hart, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler déjà quelle est l'inflation en Pologne, parce que c'est encore plus élevé qu'en France, et puis nous expliquer comment la société polonaise résiste à ça et s'adapte à ça ?
Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité ici à cette conférence Aix-en-Provence. Je peux parler en français, mais je préfère parler en anglais. Donc, je passe en anglais. I'm switching to English right now. Je peux parler polonais si vous le souhaitez également, mais donc ce sera plus pratique pour nous tous. Donc merci pour cette question. Oui, nous avons de l'inflation qui est un phénomène mondial certainement, mais bien sûr nous avons des grandes différences également au sein de l'Europe. Par exemple, en Pologne, l'inflation en juin était de 11,5%. Et pour autant que je sache, en France, c'est environ 6%. Donc vous voyez, il y a une différence. Mais en Pologne également, nous avons eu une forte inflation, même avant la Covid-19. Et en février 2020, l'inflation était d'à 4,5. Dans l'eurozone, c'était 1,2. Donc nous avons des grandes différences entre pays également en Europe. Et plus, ce qui est important, c'est que nous, comme nous le savons, économistes, ce qui est crucial pour la dynamique des prix, ce sont les attentes des gens vis-à-vis de l'inflation. Si les gens pensent que l'inflation est une situation qui est de la Banque centrale, c'est pas un problème. Mais ce que l'on a dans beaucoup de pays en Europe, y compris la Pologne, c'est que les gens ne croient pas, mais que l'inflation est ciblée. On a tous les mois, on a des études d'inflation, bien sûr, mais l'inflation doit revenir à la valeur du chiffre. Un nombre de points que je voudrais faire en référence à votre question. D'abord, je voudrais insister sur le fait que l'inflation est extrêmement douloureuse pour une partie de la société. Donc c'est extrêmement douloureux pour les gens qui dépensent tous leurs revenus pour des produits. Et si vous êtes riche, vous ne passez pas tous vos revenus sur des produits de consommation. Mais si vous êtes riche, vous avez accès à différentes façons de vous protéger de l'inflation. Mais vous pouvez investir sur des avoirs du marché Mais il est clair que ceci contribue fortement à la montée des inégalités. Donc nous sommes également, nous avons également des conséquences politiques. Donc il y a différences politiques. Donc le dernier point que je voudrais faire en ce début, c'est que l'inflation remonte à un niveau d'incertitude. On a dit que la Covid-19, la pandémie, a renforcé l'incertitude des économistes. Mais on a eu la guerre en Ukraine, on a eu des tensions géopolitiques dans le monde entier. Donc ça soulève l'incertitude dans les systèmes socio-économiques. Donc l'inflation élevée, on a eu des incertitudes qui est difficile pour les entreprises de planifier des investissements. C'est difficile pour les entreprises de planifier de la consommation. Et je voudrais faire également on a des études empiriques en économie qui montrent clairement qu'une forte inflation qui crée une forte incertitude même peut réduire cependant le taux de fertilité des couples. Et donc ce sont des valeurs statistiquement significatives. Sur les inégalités, comment ça se traduit entre entreprises Massimo, comment voyez-vous ça? Est-ce qu'il y a une inégalité plus forte, par exemple, entre les petites entreprises et les grandes entreprises, entre certains pays? Qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant? Et puis surtout, on a entendu parler d'un nouveau phénomène on
on parle de profitflation ou de greedflation, c'est-à-dire de certaines entreprises qui ont une capacité à devancer un peu la hausse des prix et à imposer à leurs clients plus de profit. Est-ce qu'on voit ce phénomène en Europe? Okay. Thank you for the question. Look, again, I really share what has been said. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'impact massif de l'inflation, c'est sur les individus, particulièrement pour les jeunes, les gens qui ont des revenus faibles. Si vous regardez les entreprises, comme je le disais précédemment, on peut voir qu'un choc immédiat, dans la plupart de ces pays, certains sont moins impactés, d'autres très impactés. Et ensuite, si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que les entreprises qui ont plus de ressources financières, ou plus de capacités, etc., peuvent vraiment réagir donc dans des secteurs qui ne sont pas vraiment impactés par l'inflation, mais ils peuvent repenser leur modèle commercial. Généralement, il faut passer par toute la chaîne commerciale, voir comment vous faites les produits, comme ça a été dit, comment on fait des produits, comment revoir. Beaucoup d'entreprises, en fait, revoient leur fourniture en Asie, ils reviennent vers l'Europe, comment on fait la supply chain, le marché des talents, mais vous pouvez également réduire vos finances. On parlait de votre système de redéfinition des prix, et c'est mieux de définir un nouveau pacte avec vos clients qui peuvent rester assis de différents types de services sans augmenter le prix. Donc voilà. Mais ceci, c'est pour les organisations qui sont matures, qui ont les muscles financiers et qui ont les capacités managériales de gérer l'inflation de façon structurelle. Quand vous allez dans des compagnies de taille moyenne, les choses sont plus difficiles. Oui, bien sûr, on peut toujours avoir les compagnies, les organisations très agiles, les entrepreneurs agiles, qui sont capables rapidement de revoir la chaîne de valeur, mais vous pouvez avoir également des situations où il y a des petites entreprises qui sont en difficulté et à la fin, elles doivent fermer. Donc, il y a des preuves statistiques que beaucoup d'entreprises ont été confrontées à cela. Maintenant, si vous prenez le monde des startups, et encore une fois, j'ai beaucoup de passion, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. En Europe, après de nombreuses années, nous avons commencé à investir dans les startups. Il y a des fonds qui vont dans les startups, ont augmenté au cours des dernières années. L'année dernière, avec la crise financière qui était liée à l'inflation, nous avons eu moins 20, moins 30% d'argent qui allait dans les startups et beaucoup d'entre elles n'ont pas pu maintenir leur business commercial, leur modèle commercial. Donc ça recommence parce que ça s'est fait partie, on parle de petites entreprises dans des domaines qui sont plus agiles. Mais véritablement, de mon point de vue, il y a une différence entre des grandes organisations qui peuvent gérer cela par rapport à des petites organisations et pour elles, certaines sont très agiles, elles peuvent le faire, mais certaines sont vraiment frappées par la crise. Concernant votre question, il n'y a pas de preuves statistiques de ce que vous dites. Oui, il peut y avoir des secteurs qui bénéficient de cela, mais à long terme, je pense que ce n'est pas l'équation, parce qu'à long terme, personne ne peut vivre durablement avec des profits inéquitables. De mon point de vue, ça peut être un petit créneau de quelques mois ou à une année, un peu la profitflation, mais il faut être extrêmement prudent dans ce domaine. Ce n'est pas un jeu avec lequel il faut jouer. Donc à long terme, les investisseurs et la société, je pense que ce n'est pas durable de toute façon. Il peut y avoir des créneaux d'opportunité, mais il y a également des créneaux de très forte pénalisation éventuellement. Jean-Jacques Guilloni. Qui sont des petites entreprises. On parlait avant de commencer la table ronde, des fabricants de flacons de verre. Comment vous les avez aidés dans cette période d'inflation qui était particulièrement difficile pour eux sur l'énergie? Et puis, est-ce que vous considérez comme un groupe qui peut profiter justement de cette profitflation ou qui peut accélérer l'inflation par l'augmentation des prix puisque vous avez ce pouvoir? Alors, je reviendrai un peu sur les propos de Massimo et sur la façon dont vous posez la question. Est-ce qu'on a aidé les suppliers?
En fait, dans beaucoup de cas, on n'a pas eu tellement le choix. C'est-à-dire qu'ils nous ont imposé des hausses de prix qui s'expliquaient parfaitement. Je ne suis pas en train de dire qu'elles n'étaient pas justifiées. Mais quand vous fabriquez des flacons verts, bien évidemment, vu le prix de l'énergie dans le coût de revient total, pour eux, c'était une question de survie. Donc, ils nous ont imposé des augmentations de prix qu'on a, à notre tour, bien évidemment, modulo la part de ces produits dans le prix de revient total, imposé à nos propres clients, comme je le disais en introduction, parce qu'on peut le faire. Mais il ne s'agit pas tellement... On n'a jamais vraiment senti qu'il s'agissait d'aider des entreprises. On avait des entreprises pour qui c'était vital d'arriver à passer des augmentations de prix. Comme ils sont dans une chaîne de valeur ajoutée qui est assez précise et assez efficace, bah, ça se répercute extrêmement rapidement. Et la question, c'est de savoir si ça se répercute sur tous les maillons de la chaîne ou si à un moment donné, ça bloque. Et s'il y a un acteur qui, pour des raisons concurrentielles, des raisons stratégiques, ne peut pas répercuter l'augmentation du coût de ces facteurs. Et là, ça devient très très compliqué. Bon, nous, ce n'est pas effectivement énormément le cas. Alors, est-ce qu'on en profite? Simon a fait référence à des cas, les cas de greedflation qui sont évoqués. En fait, le terme en lui-même est totalement impropre. Prenez un exemple qui n'est pas très loin d'ici, qui est CMA-CGM. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple. À un moment donné, le prix du conteneur est passé de 1 500 € à 15 000 €. Pour aller en Asie, je voyais assez mal CMA-CGM ne pas appliquer le tarif mondial. Ils l'ont appliqué, tout en sachant très très bien que ça n'allait pas durer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amassé un trésor de guerre assez impressionnant en très peu de temps, mais qu'ils utilisent à des fins stratégiques. Et c'est assez intéressant. Ils savent très bien que ça ne va pas durer. Ils s'étendent dans la logistique, ils ont fait des acquisitions. Enfin, je ne suis pas un expert de leur secteur, mais on voit très bien que ce bonus un peu tombé du ciel, en fait, n'avait absolument pas pour vocation à durer. Et elle leur a permis de faire des acquisitions, de renforcer leur position stratégique. C'est très opportuniste, mais c'est très intelligent. Donc il n'y a pas grand-chose à dire à ça, et il n'y a pas de jugement moral à porter sur cette situation. En ce qui nous concerne, bon, on a une augmentation assez forte de nos profits. Je ne peux pas dire, étant assez au courant de la façon dont les profits se forment, ce n'est pas l'augmentation des prix qui explique l'augmentation des profits. C'est surtout l'augmentation globale du volume d'activité. Les prix en font un peu partie, mais c'est un épiphénomène. Et comme je l'ai dit, ça compense des augmentations de coûts. C'est véritablement la demande et l'augmentation de la demande qui explique l'augmentation des profits. Sandra Wabian, on a vu, c'est assez inhabituel, enfin on n'était plus du tout habitué à ces phénomènes d'inflation, et on a vu aussi des stratégies d'entreprise pour s'adapter à leurs clients qui ont changé la taille des produits. Et pour rester dans ces néologismes que crée l'inflation, on a entendu parler de shrinkflation. Donc pour pouvoir s'adapter au pouvoir d'achat des ménages, on a fait des packagings plus petits, des bouteilles plus petites. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'adaptations de ce type ? Alors ça, c'est un phénomène qui, effectivement, a augmenté pendant la période, mais qui est déjà présent, par exemple, qui est assez méconnu, mais sur le bio, en général, comme le bio est plus cher à produire, eh bien, finalement, la quantité est souvent moins importante dans les paquets. Donc, mais ça, il existe quand même, en tout cas en France, des moyens de s'en préserver, puisque normalement, notamment pour l'alimentaire, il y a la notion de prix au kilo qui doit permettre de comparer tout ça, mais c'est vrai que ça crée une insécurité, et notamment aussi parce qu'on est beaucoup sur des produits qui sont symboliquement associés à des périodes importantes. Donc on a eu des augmentations de prix sur le sucre, les œufs, la farine, donc des produits dont il est quand même difficile de se passer, qu'on achète très régulièrement. Et donc, ça marque aussi les esprits, c'est-à-dire au-delà de l'impact vraiment sur le porte-monnaie, il y a aussi le sentiment d'être dans une période quand même très particulière et qui vient suivre en fait le Covid, qui a aussi été lié à en France la réforme des retraites, tout un tas de contestations qui s'agglutinent et de moments de crise qui font que les Français aussi se demandent dans quelle mesure on n'est pas tout le temps en crise. On a fait un papier au Crédoc pour parler de la permacrise. Et donc ça a une sorte de conséquence, c'est que d'une certaine manière, on prend une distance avec la société et on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir prise, c'est-à-dire son univers, son travail, et surtout sa famille, ses amis, ses loisirs, tout ce qui va se passer à l'intérieur du domicile. Et donc d'un petit élément, là, comme vous parliez là, de shrinkflation, on peut arriver en fait, à une forme de distance en fait, par rapport à la consommation, et aussi
d'une certaine manière à revoir ses choix parce qu'il y a parfois le sentiment d'être un peu les dindons de la farce en fait dans la période. Lucas, peut-être une question un peu plus économique, une question d'économiste. Est-ce que la politique monétaire peut venir à bout de cette inflation? Et vous, quand on regarde en Pologne ce qui se passe avec votre voisin en Ukraine, vous êtes aussi obligé d'avoir des dépenses budgétaires importantes. Donc c'est une période quand même très particulière pour faire face à cette enfin c'est un peu la crise dans la crise majeure quoi, dans tous les domaines. Tout pousse les prix à la hausse d'une certaine manière. Oui, merci pour cette question. À terme, l'inflation est mauvaise pour tout le monde. Ça, c'est le point que j'aimerais souligner. Le deuxième point, quelqu'un a parlé de greed inflation, une inflation basée sur l'avarice. Mais moi, je reste sceptique à propos de cette idée de greed inflation, parce que même si ça existe, et on peut supposer que ça existe, si c'est possible seulement si vous avez assez de demandes agrégées dans l'économie. Sans demande, les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs prix facilement. Et les banques centrales peuvent influencer le niveau agrégé de la demande dans les économies. Mais ce qui est important de dire, c'est que la situation est assez difficile. Nous avons des mix de politiques monétaires, politiques fiscales. On a beaucoup de coopération entre les autorités fiscales et monétaires face à cette inflation. Ce qui est intéressant, ce qui est important actuellement, c'est que nous n'avons pas de frontières claires entre les politiques monétaires et fiscales parce que, en tant que banque centrale, nous avons commencé, et je pense que c'était bon, nous avons acheté des obligations gouvernementales et ainsi nous avons pu influencer l'espace fiscal du gouvernement. Donc c'est une question de l'indépendance des banques centrales aussi. Il y a autre chose que j'aimerais dire. Pas tout n'est sous le contrôle des banques centrales. On peut influencer la demande, mais il y a d'autres facteurs qui influencent la crise. Par exemple, vous avez parlé de greed inflation, basée sur l'avarice. Nous parlons plutôt de l'inflation verte, green inflation. Le coût de la transformation écologique pour les entreprises est extrêmement élevé. C'est totalement différent la situation par rapport à la situation en France. Vous avez du nucléaire en France. Nous n'avons pas de nucléaire. Nos entreprises payent pour des quotas de dioxyde de carbone. Et vous connaissez le prix de ces quotas. Et il y a un dernier point que j'aimerais rajouter. Nous parlons aujourd'hui d'inflation aujourd'hui ou d'un point de vue court terme. Mais moi, j'aimerais souligner quelques facteurs qui me rendent pessimiste vis-à-vis de la capacité des banques centrales de contrôler l'inflation et de la garder à 2%. Au cours des dernières décennies, au début de la pandémie Covid, par exemple, l'inflation mondiale était assez basse parce qu'il y avait deux facteurs importants. Il y avait la globalisation, la mondialisation, donc des produits d'Inde, de Chine qui entraient le marché mondial. Et puis il y avait la question de la démographie. Il y avait de jeunes personnes de pays en développement qui entraient le marché de travail mondial. Mais les choses changent. Regardez la Chine. La société vieillit. Non, je ne dis pas qu'il faut mettre fin à la mondialisation. Il y a la Chine, Taïwan, l'Ukraine. Mais je pense qu'à terme, nous allons devoir faire face à une transformation verte. Et dans de telles circonstances, c'est
pas facile de contrôler l'inflation. Peut-être qu'il va falloir faire face à cette inflation élevée dans les décennies à venir. Olivier Blanchard, par exemple, a proposé quelque chose d'intéressant. On va monter l'objectif, la cible d'inflation de la Banque centrale parce qu'il y a ces politiques sur le changement de climat. Donc il faut permettre des prix plus élevés, surtout pour les produits utilisant émettant beaucoup de carbone. Et en Pologne, est-ce qu'il y a des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie? Oui. Il y a le coût d'aider les réfugiés d'Ukraine qui viennent en Pologne. Ce coût est très élevé. Nous n'avons pas de camp de réfugiés en Pologne. Je répète, nous n'avons pas de camp de réfugiés en Pologne. Nous avons accueilli plus de 1,5 million de réfugiés ukrainiens. Donc le coût est très élevé. Et il y a la politique fiscale. Le gouvernement doit dépenser plus d'argent à cause des Ukrainiens qui viennent en Pologne. Et comme vous le savez, notre gouvernement a décidé de dépenser 4% du PIB sur tout ce qui est militaire. Et donc cela a de fortes conséquences sur l'économie polonaise. Mais les bases de cette économie sont fortes. Je lis cela souvent, à quel point la monnaie polonaise est forte vis-à-vis du dollar. Donc les bases de l'économie sont fortes et nous faisons partie de l'Union européenne. Donc c'est un point fort pour nos politiques économiques. Merci. Lucas. La transformation de la décarbonation sur les prix, la greenflation, et de l'effet de peut-être d'une forme de démondialisation sur les prix. Sandra Wabian, les Français rendent qui responsable de cette inflation et vers qui se tourne leur colère dans ces cas-là? Est-ce que ça a des conséquences politiques aussi? Oui, ce qui est assez particulier en France, c'est qu'on se tourne beaucoup, toujours, vers l'État. C'est-à-dire que quand on demande aux Français qui devrait finalement lutter contre l'inflation aujourd'hui, la première réponse, c'est l'État qui devrait soutenir les ménages et c'est l'État qui doit faire en sorte que l'inflation diminue. Ce qui est évidemment une position qui n'est pas forcément partagée partout ailleurs. Il y a aussi un impact plus fort en France, malgré un taux d'inflation relativement faible, sur le moral de la population. Donc on a toujours un peu notre pessimisme ambiant en fait qui vient ajouter. Et donc, il y a une attente d'action. Et je dirais que l'attente d'action, elle est vraiment très ciblée sur le quotidien, l'action très rapide. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire l'État en mettant en place des chèques et des dispositifs très ponctuels. La difficulté de tous ces dispositifs, c'est qu'ils créent dans le même temps un sentiment d'injustice. Parce qu'en fait, les gens entendent parler de ces dispositifs et beaucoup ont le sentiment qu'eux n'y ont pas accès, qu'ils sont au-dessus des seuils ou qu'ils ne savent pas comment il faut les obtenir. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on gagne en agilité, on le perd en sécurisation et en cohésion sociale. Et donc, on voit bien, c'est une mécanique qu'on a depuis 30 ans en France. On a une part des prestations sociales et des aides qui a plutôt tendance à diminuer. Et par contre, on la centre de plus en plus sur les bas revenus. Parce qu'on se dit que ça va être plus efficace et qu'on va aider le plus ceux qui en ont le plus besoin. Et de fait, en France, on a un système de protection sociale qui est relativement efficace, qui limite la pauvreté. Mais dans le même temps, on crée une forme d'inimitié et de concurrence des malheurs, si je puis dire, avec notamment des classes moyennes inférieures qui ont le sentiment d'être les perdantes, toujours, du système. Donc il y a une question autour de ces aides des politiques publiques, autour de l'inflation, mais c'était le cas aussi autour du Covid ou d'autres situations, sur à la fois qui décide de ces aides, qui va en avoir le profit, combien de temps elles vont durer, il y a aussi cette question d'incertitude, et finalement, d'une certaine manière, quel est le caractère de justice et de démocratie, en fait, c'est ça qui se pose. Donc ce n'est pas une question simple à résoudre, puisque à la fois les Français veulent de la rapidité, ils veulent de l'efficacité, ils veulent qu'on agisse, et en même temps, ils ont aussi besoin d'un cadre sécurisant et qui soit relativement stable. Donc c'est évidemment pas une question simple,
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes du côté des pouvoirs publics, alors qu'on aurait pu attendre un peu plus d'aspiration à ce que les entreprises prennent leur part. Mais d'une certaine manière, il y a un peu le sentiment que les entreprises ne le feront pas, en fait, d'une certaine manière. Jean-Jacques Guilloni mentionnait tout à l'heure le reflux des taux de fret, le fait qu'on commence à voir des prix, notamment le prix des transports qui commence à diminuer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le resserrement monétaire des banques centrales commence à produire son effet? Est-ce que le ralentissement de la croissance qu'on voit, alors ça dépend des mois, on voit sur le marché du travail américain, certains mois c'est quand même, on voit pas tant le ralentissement que ça, mais est-ce qu'on commence à avoir des prix reflués autres que le fret? Et est-ce que ça veut dire qu'on va redescendre d'une marche dans l'inflation ou bien qu'on va arrêter de monter des marches? En fait, l'exemple du fret, on peut prendre l'exemple aussi dans l'énergie, le prix du gaz, etc. Tout ça ont reflué, non pas parce qu'il y avait véritablement une action gouvernementale qui l'expliquait, mais parce qu'ils étaient trop élevés. Parce qu'il y avait un goulot d'étranglement à un moment donné, ils étaient circonstanciellement élevés, ils ne le sont pas. Ils le sont pas restés. Donc la question, c'est jusqu'où va aller la politique monétaire. Et d'abord, est-ce que la politique monétaire, c'est la question que vous avez posée à Luca précédemment, a le pouvoir de freiner l'inflation? Je me souviens, Eric a cité Greenspan, je vous citais Volcker, son prédécesseur, qui disait que l'inflation, c'est comme le dentifrice. Hein, c'est facile à sortir du tube, mais c'est plus compliqué à rentrer. Donc c'est exactement la question. Est-ce que la politique monétaire est capable de combattre l'inflation? Ce n'est pas complètement évident de savoir même si les banques centrales sont prêtes à aller aussi loin qu'il le faudrait. Rappelons-nous, Volcker a monté les taux, je crois, en 80, 18% ou 19% aux États-Unis. Est-ce qu'elles sont prêtes à aller, je ne dis pas qu'il faut aller là, hein, mais est-ce qu'elles sont prêtes à aller jusque-là aujourd'hui, sachant que tous les États ont de la dette à peu près jusque-là, et qu'elle désolvabilise, enfin cette action désolvabiliserait les États instantanément, et puis pas des petits États. Je ne sais même pas s'il y en a un qui serait capable de gérer cet élément de déstabilisation de la dette mondiale, qui est quand même quelque chose d'assez pyramidal. Donc après, on peut regarder le comportement du consommateur, mais la question qui est à la base, c'est vraiment jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où les banques centrales vont-elles aller? Je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, personne n'en sait rien. Est-ce que vous le craignez, vous, en tant que directeur financier? Est-ce que vous craignez qu'il y ait un effet Je lisais que quand les chiffres de l'emploi étaient très bons vendredi, ça a fait baisser les bourses parce qu'ils s'attendaient à une nouvelle hausse des taux aux États-Unis. Et donc, certains analystes disaient attention aux actions, les valeurs de croissance ou les valeurs du luxe. Ça peut les faire baisser. Ça n'a pas du tout fait baisser ça a fait baisser un peu la bourse, mais pas tellement votre titre. Ça a un peu baissé, mais on est raisonnablement décontracté sur le sujet quand même. Hein. Ça vient. Le directeur financier qui passe son temps à expliquer les mouvements de son cours de bourse, il va avoir de longues journées. Hein. Donc je crois qu'il vaut mieux l'ignorer et passer à autre chose. Notre problème n'est franchement pas celui-là. Et on pourrait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, on regarde davantage le taux d'endettement des entreprises et qu'on commence à s'inquiéter sur les sociétés très endettées. Et finalement, on voit que le nombre de faillites progresse, mais on n'a pas un tsunami ou une panique sur cette question de dette? C'est pas faux. D'abord, on a des taux qui sont incommensurablement plus élevés infiniment, on pourrait même dire, plus élevés qu'il y a quelques mois, puisqu'ils étaient à zéro. Enfin, des taux à 3%, ce n'est pas non plus, en termes de financement des entreprises et de coût du capital, quelque chose qui est fondamentalement, enfin 3-4%, mettons, qui est fondamentalement déstabilisant. On est dans un niveau de coût du capital qui est historiquement encore relativement bas. Les cours des actions sont élevés, donc le taux d'actualisation des bénéfices est lui-même relativement bas. Donc le coût du capital, dans la définition théorique du terme, est encore relativement bas. Donc il n'y a pas de vraie déstabilisation à ce niveau-là pour le moment. Maintenant, des situations d'endettement excessif, on voit toujours, ça arrive toujours de la même façon. Hein. C'est qu'il y a un gros défaut quelque part, parce qu'il y a un des acteurs trop endetté qui est en défaut pour une raison ou pour une autre, et qui entraîne tous les autres. On a quand même le cas de Casino, mais ça n'a pas entraîné tous les autres pour l'instant. C'est un cas à part. Je ne connais pas du tout la situation, mais c'est un cas particulier dans la mesure où on ne parle pas de faillite, on parle de savoir qui va reprendre, Dieu merci d'ailleurs, on parle de savoir qui va reprendre Casino. Donc là, on est dans un jeu capitaliste qui intéresse beaucoup de monde, mais qui met pas en cause la survie de l'entreprise en tant que telle.
Massimo Giordano, est-ce que vous voyez des domaines dans lesquels les prix pourraient baisser ou dans des secteurs qui vont tirer l'inflation vers le bas ou vers un ralentissement? C'est une question très difficile, surtout si on regarde l'histoire. Très rarement, après une période d'inflation, les prix baissent, sauf dans des secteurs spécifiques comme l'énergie. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de se projeter en avant et se demander ce à quoi il faut s'attendre en termes de prix et en termes d'inflation. Nous venons de publier un rapport d'ailleurs concernant la croissance des dernières années. Et ce qu'on voit, c'est au cours des 20 dernières années, les actifs à travers le monde ont vu beaucoup plus de croissance que le PIB, beaucoup plus. Et il y a eu des leviers. Pour chaque dollar d'actifs, 1,9 $. Donc en gros, on avait une société pleine d'actifs avec un déclin constant de la productivité, en dessous de 1%. Donc ça, c'est malsain. Maintenant, si on se projette vers l'avenir, donc il y a un point d'interrogation sur cette situation parce que l'inflation a un effet sur les taux d'intérêt, donc ça pose des questions sur la valeur des actifs, etc. On voit 2 ou 3 scénarios. On va revenir en arrière et donc on va continuer avec une inflation faible, avec des valeurs, de bonnes valeurs d'actifs et avec des inégalités qui continuent. Ou alors on peut suivre le scénario japonais. C'est ce qui s'est passé au Japon pendant les années 90, un déclin de la valeur d'actifs. C'est un gros problème pour beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire des actifs qui ne valent rien. Et puis, un autre scénario qui dit, bon, ce qui va se passer, c'est un investissement dans la productivité. Et nous espérons ce scénario-là. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'inflation, parce que si on investit, il y a toujours un peu d'inflation. Pas à ce niveau-là, mais parce que c'est dangereux. Mais avec un scénario où on récupère la productivité et on a une croissance de PIB qui dépasse la croissance des actifs. Cela crée des emplois, ça crée de l'attraction, ça crée de la sécurité et beaucoup d'autres choses. Et cela va avoir un impact sur toute la société. Donc même si les prix ne baissent pas, la société va pouvoir rattraper le temps perdu. Et ça, c'est le bénéfice de la croissance du PIB. Donc, nous ne savons pas où nous allons atterrir. Cela va dépendre de plusieurs acteurs. Mais clairement, oui, des gens sont morts dernièrement. Mais la réalité, c'est que nous avons perdu beaucoup de productivité, beaucoup de PIB, surtout aux États-Unis et en Europe. Et c'est ça le vrai défi. Donc, le taux d'intérêt faible, ce scénario-là n'a pas été assez exploité pour faire les bons investissements. Vous pouvez considérer cela comme une occasion perdue. Il faudrait investir plus dans les technologies, dans les énergies. Les États pourraient aider. C'est ce que vous disiez. Pour certaines entreprises, la transition verte coûte extrêmement cher. Mais il faut le faire. Il faut la faire, cette transition. Donc, qui va soutenir cette transition verte? Donc, à mon avis, on vient d'une ère avec des taux d'intérêt faibles. Ça aurait été une belle occasion pour investir et moderniser la société. Certaines entreprises, certains instituts, certains États l'ont fait, d'autres non. Donc, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va voir dans les années à venir? La théorie économique où on était tout le temps en train de se dire qu'il fallait réduire les déficits alors qu'on avait cette occasion en or, comme vous disiez, pour investir plus. On a quelques minutes pour prendre des questions, si vous en avez. Je crois qu'il y a un micro dans la salle, donc si vous voulez si vous avez des questions. Non, c'est un sujet... Madame ? Bonjour à tous. Une question pour monsieur l'économiste.
Beaucoup d'économistes disent maintenant que le monétarisme est définitivement mort et que la masse monétaire n'a aucun lien avec les phénomènes d'inflation qu'on connaît. Est-ce que c'est une nouvelle vérité ou c'est encore l'objet de débat? Alors, on est deux économistes. Alors, je commence et Lucas pourra compléter. C'est une très bonne question. Il y a encore 2 ans, on disait ce qui vient les 15 dernières années qui viennent de s'écouler montrent encore à quel point le monétarisme avait tout faux, puisque en fait les banques centrales avaient, pour sauver les économies depuis 2008, énormément, on va dire, augmenté leur base monétaire, parce qu'elles achetaient des titres, donc ça augmentait la monnaie qu'elles ont à leur passif, et il n'y avait pas eu d'inflation. Et évidemment, depuis 2 ans, la question se repose, et je pense que c'est pour ça exactement que vous la posez, puisqu'on voit réapparaître effectivement une corrélation entre la masse monétaire, donc qui était le fétiche du monétarisme, et l'inflation. Alors, je vais essayer de faire rapidement, mais pourquoi, à mon avis, ce n'est pas un retour du monétarisme et ce n'est pas une validation de ces anciennes thèses de monétaire, c'est sur 2 points. C'est que la première, c'est qu'on voit qu'en fait la masse monétaire, en gros, elle a augmenté très fortement depuis, en fait, en sortie, c'était surtout pendant le Covid, surtout par une accumulation d'épargne. En fait, les gens gardaient leur liquidité, notamment sur les dépôts bancaires, et on voit en France les livrets A, notamment, avaient énormément beaucoup augmenté. Donc, ce n'était pas une raison, ce n'était pas directement lié, vous voyez, aux politiques des banques centrales, là encore, ce qui est le fondement du monétarisme. Et surtout, on a vu qu'en fait, l'inflation a continué alors que les gens désépargnaient. Donc, d'une certaine manière, leur monnaie, la monnaie qui était déposée sur leur compte bancaire, baissait. Donc, on a vu qu'il y avait, en gros, quand même un principe fort du monétarisme, qui est le lien direct entre la monnaie créée par la Banque centrale et la monnaie qui circule dans l'économie. Lui, n'est toujours pas valide. En tout cas, c'est ce qu'on a vu ces 2 dernières années. Lucas, si je peux rajouter quelque chose, moi je pense que l'époque de grosses craintes, les grosses craintes du passé, c'est fini. Pas seulement vis-à-vis du monétarisme. Ce que nous voyons aujourd'hui en économie, c'est un tournement empirique, cas par cas. On analyse les choses et on analyse l'inflation. De temps en temps, l'inflation est un phénomène monétaire, mais plus souvent, c'est un phénomène psychologique lié aux attentes des gens. Donc, vous savez, ça dépend. Et il faut être très pragmatique au sein des banques centrales lorsque nous analysons les causes de l'inflation. Je ne vois pas de possibilité que cette réflexion monétaire ancienne revienne. Je vous passe la parole pour le mot de la fin et puis sortez votre boule de cristal. Dites-nous un peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour l'inflation. Non, je ne vais pas faire de prévision, je vais vous décevoir, mais je peux insister plutôt sur des incertitudes en fait, qui ressortent. Là, on a eu un panorama très complet de l'impact de l'inflation sur les ménages, sur les entreprises et aussi sur les politiques publiques. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent. Il y en a au moins 3 et qui me paraissent assez fortes. La première, c'est l'impact que va avoir l'inflation sur la consommation. Pour l'instant, l'inflation n'a pas encore entraîné de chute forte de la consommation, en tout cas en moyenne. Elle l'a pour une partie des ménages, on en a parlé, mais au niveau de l'économie nationale, et c'est vrai en France comme dans beaucoup d'autres pays, en tout cas en Europe, ça n'a pas eu cet effet que les économistes appellent de stagflation, qui en fait qu'en fait on serait dans une situation avec à la fois une crise économique et à la fois une montée de l'inflation, ce qui rend les politiques publiques beaucoup plus compliquées, parce qu'il faut à la fois essayer de relancer l'économie tout en limitant l'inflation. Et ça, très honnêtement, personne ne sait vraiment faire ça. Donc c'est un grand point d'incertitude. La deuxième c'est sur alors, un mot qui est souvent dans le débat public dit le partage profit-salaire, comment ça va évoluer. Parce qu'en termes plus techniques, mais aussi plus exacts, on dit le partage entre les rendements du capital ou du travail dans la valeur ajoutée. Historiquement, en fait, on voyait, alors surtout sur les années 70-80, quand l'inflation avait augmenté, la part des salaires avait aussi beaucoup augmenté, parce que les salaires suivaient. Et donc, on va dire que l'inflation s'était fait au détriment des fonds, notamment des fonds propres et des entreprises.
Et la déflation, au contraire, la lutte contre l'inflation dans les années 80, s'est fait très clairement au détriment des travailleurs et des salaires. Ce qui est loin d'être optimal, on va dire, d'avoir en fait vraiment des fluctuations très fortes sur le partage de la valeur ajoutée au sein d'une économie. Et là, on voit, alors qu'au début c'était plutôt partagé, qu'on voit réapparaître quand même le rendement du capital semble refaire surface assez fortement ces derniers mois. Donc ça pose des questions sur comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va sortir de cet épisode inflationniste en termes de partage dans la valeur ajoutée. Donc sur les salaires, on est plutôt dans la situation des années 70 ou plutôt dans la situation des années 80 ? On n'est pas du tout dans les années 70. On est plutôt suit pas. Au début des années 80. On suit un peu, mais on ne suit pas à égalité. Alors, dans les années 80, même dans les années 70, ce n'était pas une augmentation complètement équivalente. Mais en tout cas, on voyait que dans la part travail de la valeur ajoutée, ça s'était fait à l'avantage des salaires dans les années 70, ce qui là n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Et le troisième point, c'est sur, on l'a discuté, on a mentionné, c'est sur les enjeux environnementaux qui sont effectivement très importants sur la question de l'inflation. Donc en théorie, c'est relativement simple. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les biens qui sont polluants, qui sont néfastes pour l'environnement, il faut que leur prix augmente. On les consommera moins. Et comme l'indice des prix et l'indice de l'inflation, en fait, c'est une moyenne et qui prend en compte le poids dans la consommation, on consommera moins ce qui est polluant. Donc en fait, l'inflation n'augmentera pas. Ça, c'est la théorie. Mais ça ne peut fonctionner que s'il y a des substitutions. C'est-à-dire que quand les biens les plus polluants, leur prix augmente, il y a des substitutions, des produits de substitution qui existent moins chers. Et donc ça va être vraiment une question de timing, on peut dire. Est-ce qu'on va avoir les substitutions à temps pour être capable de gérer la transition écologique sans renchérir l'inflation ? Merci beaucoup, merci à tous.